Fanta est aujourd'hui l'une des boissons les plus populaires dans le monde. La marque est facilement identifiable grâce à ses couleurs vives, ses publicités audacieuses et joyeuses et ses partenariats avec les youtubeurs les plus populaires de France. La marque se présente comme multiculturelle, amusante et optimiste. Elle attire les clients avec la promesse de saveurs fun, fraîches et fruitées. Mais est-ce que vous auriez pu imaginer que la première bouteille de Fanta a été conçue à partir de restes de nourriture ou que la marque a été inventée en pleine Allemagne nazie? Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'une des périodes les plus sombres de l'histoire a pu donner naissance à une marque aussi bon enfant et family friendly. Dans le livre intitulé For God, Country and Coca-Cola, Mark Pendergrast nous raconte l'histoire de la naissance de Fanta. Tout commence en 1923 lorsque Robert Woodruff est élu président de la firme Coca-Cola Company. Il avait pour ambition de vendre du Coca-Cola partout autour du monde et d'être connu de tous. Les années précédentes, la production internationale de Coca-Cola est quelque peu imprudente. En effet, les usines françaises de Coca-Cola ont accidentellement intoxiqué les consommateurs avec des mises en bouteille peu hygiéniques et la demande internationale de Coca-Cola reste relativement faible. Mais sous la direction de Woodruff, la société crée le département des exportations internationales qui sera connu sous le nom de Coca-Cola Export Corporation. Après cela, des usines Coca-Cola voient officiellement le jour dans plus de 27 pays et Coca-Cola les supervise. Alors que Coca-Cola fournit l'ensemble des arômes et des ingrédients, chaque pays propose son propre mode de mise en bouteille et fournit un sucre différent. C'est en partie cela qui a déclenché l'explosion commerciale mondiale de la marque. Coca-Cola parraine les Jeux Olympiques d'été de 1928 à Amsterdam. Des milliers de gens venus du monde entier se familiarisent alors avec le logo qui était exhibé partout, sur des panneaux publicitaires, sur les murs des rues ou sur des véhicules qui sillonnent la ville. Dès lors, Coca-Cola est vite associée à l'idée d'une vie américaine idéale. Elle devient rapidement une icône américaine patriotique. La marque Coca-Cola se développe dans toute l'Europe où elle atteint finalement l'Allemagne. C'est un expatrié de nom de Ray Rivington Powers qui est en charge de la filiale allemande. Il est décrit comme charismatique et est réputé être un excellent vendeur. Powers fait grimper les ventes de 6000 caisses par an à environ 100 000. Mais le talentueux Powers ne s'encombre guère des exigences et de la comptabilité. Il laisse souvent des factures impayées et néglige les relances bancaires. Si bien que la filiale allemande se transforme en véritable fiasco financier. Les comptes ont sérieusement besoin d'être gérés. En 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir et le Troisième Reich commence, marquant une nouvelle ère pour l'Allemagne et pour Coca-Cola. C'est alors qu'intervient Max Kies, un homme d'origine allemande ayant une affection particulière et inébranlable pour la marque Coca-Cola. Souvent décrit comme imposant et comme un leader né, Kies est déterminé à sauver les comptes de la filiale. Avec l'économie allemande en train d'exploser, il prend des mesures pour commercialiser la boisson auprès d'une population ouvrière dans son pays. À cette époque, cela signifie de rétablir la réputation de Coca-Cola, non pas comme une icône entièrement américaine, mais de la positionner comme une marque adaptée à la consommation allemande. Tout comme les Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, les Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin vont être une opportunité marketing parfaite pour Coca-Cola. La marque Coca-Cola sponsorise une fois de plus les Jeux, et tout comme la plupart des marques commerciales en Allemagne à cette époque de l'histoire, le logo se retrouve à côté de bannières ornées de croix gammées. Après cet événement de grande ampleur, le logo Coca-Cola est visible lors d'un grand nombre de compétitions sportives en Allemagne et même plus tard sur des camions lors des rassemblements de la jeunesse hitlérienne. Kies prononce même un discours décrivant son engagement pour la firme Coca-Cola au cours duquel on le voit faire un Sieg Hitler, c'est-à-dire le salut nazi hitlérien. Pendergrast écrit « Même s'il n'a jamais rejoint le parti nazi lui-même, Kies est pourtant prêt à collaborer avec le Troisième Reich pour maintenir l'entreprise à flot. » Dans un communiqué, Coca-Cola déclarera avec véhémence à Business Insider qu'il n'y a jamais eu aucune preuve que Kies a collaboré avec le Troisième Reich. Woodruff, pour sa part, entretient des relations étroites avec Kies avant la guerre. Pour les deux hommes, la priorité absolue est, sans s'encombrer de scrupules, d'assurer la prospérité de Coca-Cola. Alors que la guerre s'intensifie, les tensions économiques augmentent également et le gouvernement allemand commence à fortement défavoriser les sociétés étrangères. Quand Hitler envahit la Pologne en 1939 et déclare la guerre à l'Europe, Kies craint vivement que son business soit saisi par le gouvernement. Mais la guerre entre dans une nouvelle phase. Avec l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis prennent officiellement part à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne devient alors leur ennemi. Woodruff et Kies sont finalement contraints de rompre les liens et l'arrivage constant de Coca-Cola en Allemagne est interrompu. Kies se retrouve en plus bloqué en Allemagne. Alors que d'autres multinationales placées en Allemagne à ce moment-là sont incapables de fabriquer leurs produits, Kies, lui, est résolument déterminé à maintenir la production en dépit des circonstances. Il prend alors une décision tactique, celle de superviser la création d'une boisson gazeuse exclusivement allemande.
monde. Kiss commande à des chimistes la conception d'un soda qui ressemblerait vaguement à du coca, donc caféiné, avec un mélange de saveurs non identifiables. Voilà donc qu'à la place de l'arôme 7X Coke, cette nouvelle boisson est fabriquée à partir de déchets alimentaires des usines de nourriture, généralement avec de la pulpe de fruits inutilisés, comme par exemple des épluchures de pommes issues du pressage du cidre. Le soda final qui en résulte est d'un beige opaque qui ressemble au soda au gingembre actuel. Kiss a demandé alors à son équipe de faire travailler leur imagination pour trouver un nom et de faire fantasmer les clients. Fantasy en allemand. Et de là, le nom est trouvé, Fanta. Le nom et le produit remportent immédiatement un vif succès. Et à cette époque, le Fanta est le produit qui permet de maintenir l'entreprise à flot et d'éviter la faillite. Heureusement pour Kiss, Fanta est aussi le seul soda que toute l'Allemagne peut avoir à disposition. Avec l'élaboration de nouveaux arômes, la popularité de la boisson va exploser. Sa popularité lui a fait obtenir quelques faveurs comme de contourner le rationnement du sucre, ce qui en faisait la boisson la plus sucrée du marché. Tout cela rend Fanta de plus en plus populaire et les Allemands s'en servent même comme un additif dans les soupes et les ragoûts. Le Fanta devient presque petit à petit un aliment de base des ménages. Kiss utilise ensuite son réseau de relations dans le Troisième Reich pour obtenir un poste de supervision de toutes les usines Coca-Cola en Allemagne et dans tous les territoires qu'elle a conquis. Cela lui permet alors de diffuser le Fanta à travers l'Europe et d'éviter aux autres filiales de mettre la clé sous la porte. La succursale allemande va vendre 3 millions de caisses avant la fin de la guerre. Et quand les Alliés vont finalement récupérer les usines, la production de Fanta s'achève et Kiss a le temps de restituer tous les énormes bénéfices au siège de Coca-Cola à Atlanta. La version de la boisson que nous connaissons aujourd'hui a progressivement évolué depuis sa nouvelle recette et son nouveau nom, Fanta Orange, qui est présenté en Italie en 1955. Cette nouvelle boisson est d'une couleur orange vif et elle est produite à partir d'ingrédients et d'agrumes locaux. Coca-Cola continue donc à distribuer un produit rentable et tente de faire oublier certains sombres arrangements que la firme aurait pu avoir sur certaines périodes de l'histoire du Troisième Reich. En 2015, Coca-Cola fait une vaste campagne de publicité pour célébrer le 75e anniversaire de Fanta. L'entreprise se retrouve confrontée à un grand nombre de reproches et de critiques pour ses relations avec l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Les détracteurs leur reprochent d'avoir parlé dans une vidéo publicitaire de Good Old Times, soit en français d'évoquer le bon vieux temps. En réponse, Coca-Cola supprime aussitôt la vidéo tellement maladroite et présente des excuses officielles. Lorsqu'on lui demande de commenter cet épisode, le porte-parole de la firme déclare « La marque âgée de 75 ans n'a jamais eu aucun lien avec Hitler ou avec le parti nazi. L'origine de Fanta, c'est l'histoire de ce qu'il se passe quand la nécessité rencontre les ambiguïtés de la morale. Ce qui n'était autrefois qu'une concoction d'épluchures de restes pendant le Troisième Reich est aujourd'hui un soda pétillant en couleur vive en Italie, mais aussi une boisson bue sur toute la planète par des personnes du monde entier. » Et vous, que pensez-vous du Fanta ? Si cette histoire vous a étonné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner et activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!